Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce second épisode de Rework en 24 heures. Dans le précédent épisode, nous avons traité Spectre Vengeur, Raz, et aujourd'hui, comme annoncé, nous allons traiter son adversaire direct, à savoir le roi en or, Horus. Pourquoi le roi en or? Écoutez, c'est la question que vous pouvez tous vous poser, mais pour cela, je laisse immédiatement le Novak du futur raconter sa petite histoire sur ce Novak du futur. À toi de jouer. Bien! Inspiré de Coloctos, un boss de The Legend of Zelda Skyward Sword et des Cités d'Or, créé aux alentours de 2013 également, et surnommé le Roi Ardent, mesdames et messieurs, laissez-moi vous raconter l'histoire de Horus. Alors, concrètement, dans le palais royal de Koari siège un jeune enfant du nom de Horus, fils de parents qu'il aime plus que tout. Ceux-ci sont également de grands explorateurs parcourant le désert de Shurima à la recherche de trésors de légende, motivés par une relique que la famille royale conserve depuis des générations, l'anneau Orfor, qui signifie littéralement l'anneau porteur d'or. Cependant, la volonté d'explorer de nouveaux horizons laissait place au mécontentement du peuple, reprochant au roi et à la reine d'être trop peu présents pour la cité, délaissement dont a hérité Horus lorsqu'il récupéra la légendaire épée de son père et qu'il dut prendre place sur le trône. Désormais entouré de personnel, de gardes, d'un porte-parole et d'une ville tout entière pour lui seul, Horus continue cependant de faire vivre la mémoire de ses défunts parents en marchant à son tour dans leurs traces, se passionnant pour les reliques mythiques et s'occupant davantage de sa fille et sa femme plutôt que du royaume au bord de la détresse, chose dont Horus ne se rend même pas compte. N'ayant pas été élevé comme un héritier du trône, le roi passe la majeure partie de son temps à étudier l'anneau Orfor, déterminé à percer le secret de ses pouvoirs. C'est en scrutant les récits et les notes de ses parents qu'Horus découvre que l'anneau aurait le pouvoir de transformer en statue d'or quiconque entrerait en contact avec, et ce uniquement sous le regard brûlant du soleil. Mais seul un élu choisi par l'anneau saura contourner cette malédiction et pourra hériter des pouvoirs de la relique. De son côté, remarquant la régulière absence d'Horus, le porte-parole, avide de pouvoir, décide de prendre des initiatives au nom du roi, et le temps passant, finit par se considérer lui-même comme le dirigeant que cette cité devrait avoir. Cependant, les conséquences de son orgueil finirent par se manifester lorsque Horus fut considéré comme un roi tyrannique et qu'il attira un groupe de rebelles déterminés à renverser le trône pour que l'ordre règne à nouveau. Dans la bataille, un seul survivant de ce groupe d'assassins parvint jusqu'à la salle du trône et tomba nez à nez face à Horus avant de se faire stopper par les gardes. Pourtant, le visage du garçon n'est pas inconnu aux yeux du roi. Ce dernier reconnaît le fils de l'agriculteur qui siégeait près du palais, et bien que devant être affublé d'une punition, le roi n'a jamais été pour autant quelqu'un de cruel, malgré la menace qui pesait sur lui, et décide d'exiler l'adolescent de Koari. Après plusieurs années, Horus est à deux doigts de percer les origines de la relique qu'il étudie depuis son enfance. Mais malheureusement, c'est durant cette période qu'un voile d'ombre noire se manifeste à l'est de Koari. Menacé par un véritable spectre réclamant vengeance, Horus reconnaît la faux qui a manqué de le tuer des années auparavant, et constate le chaos que le faucheur, connu sous le nom de Raz, sème sur la cité. Incapable de défendre le village qu'il a vu grandir et constatant l'impuissance des gardes face au spectre, Horus tente le tout pour le tout et récupère l'anneau Orfor qu'il a tant étudié et pris pour avoir une chance d'être l'élu de la prophétie. C'est en apportant la relique sous la lumière du soleil que l'anneau commence à tournoyer au-dessus du roi. Alors qu'un rayon éblouissant tombé du ciel menace de s'abattre sur Horus, c'est un étrange garçon flottant dans un nuage de sable qui se rue sur l'anneau pour stopper la canalisation, expliquant à Horus que l'élu a déjà été choisi il y a déjà des années. Et pour ceux qui s'en souviendront, ce personnage, on l'a déjà mentionné dans l'épisode précédent, mais ce sera le sujet de l'épisode 3. Mais à peine Horus eut le temps de comprendre qu'on essayait de l'aider que Raz s'interposa et fit lâcher la prise que le garçon avait sur l'anneau. À cet instant, toutes les flammes démentes accumulées au-dessus du roi finirent par s'abattre sur lui. Subissant la puissance d'une véritable déflagration solaire, le pouvoir explosa et engloba l'intégralité de la cité désormais captive d'un voile d'or. Désormais, seul face à Raz qui put s'échapper, Horus finit par constater qu'il n'a pas été transformé en statue d'or, mais qu'il est devenu un véritable être de puissance imprégné de l'anneau Orfor qui a fusionné avec le roi sous la chaleur infernale du rayon céleste. Réalisant tout ce qu'il a perdu, Horus se rend compte des responsabilités qu'il affublait en tant que roi. C'est en voyant le visage horrifié des citoyens changer en or qu'il trouve, un peu trop tard, la force de se battre pour son peuple. Depuis des années maintenant, c'est au cœur d'un typhon d'ombre et de lumière que Raz et Horus livrent un combat sans fin. Le premier pour venger ceux qu'il a aimés d'un roi innocent, l'autre pour protéger son peuple d'un enfant incompris. Excellent. Très bien, donc désormais, maintenant que vous savez un peu plus qui est Horus, nous allons pouvoir commencer à chercher des petites références sur lui sans plus tarder. Seulement il est 9h48, donc vous connaissez la chanson, j'ai jusqu'à demain 9h48. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va chercher à avoir? Alors, avant ça, il faut savoir que, autant pour Raz, je visualisais globalement à quoi allait ressembler le personnage, autant la Horus, je n'en ai absolument aucune idée. Je ne visualise pas du tout
ce à quoi il peut ressembler. Je sais qu'on va essentiellement se baser sur des personnages de Shurima, on va essentiellement voilà, créer des armures shurimiennes, donc je pense que les rêves qu'on va chercher sont essentiellement avec des personnages qui sont en armure, qu'on va peut-être un peu retaper pour que ça fasse plus shurimien dans l'idée. En vrai, on va prendre Yorick déjà, on va prendre God King Garen, parce qu'il a une bonne grosse armure. Bon, très clairement, pour rien vous cacher, la vraie partie qui va nous intéresser, je pense, c'est celle-ci. C'est là qu'on va pouvoir récupérer le plus de références, même si je suis pas sûr qu'elles vont toutes nous servir. Pike éventuellement, pourquoi pas. Peut-être Rise à la limite. Et je prends Xerath. Je pensais pas que j'allais le prendre. C'est vrai que c'est celui qui ressemble techniquement le plus à Horus comme ça, hein. Donc King of Clubs Mordekaiser, c'est parti, hein. En vrai, je sais pas s'il nous aidera vraiment, mais le Prestige Panthéon m'inspire un petit peu. Pas pourquoi, un petit feeling, sait-on jamais. Contrairement à Raz qui lui avait parcouru Shurima avant d'aller à Bilgewater pour finalement finir ses jours aux îles obscures, là on n'aura que Shurima, hein. Il a pas beaucoup voyagé, Horus, et concrètement bah... il reste plus ou moins bloqué là-bas, donc bah ça ira pas plus loin. C'est là que ça devient intéressant parce qu'effectivement on va partir sur des rêves différentes alors qu'on se trouve sur la même page, des rêves différentes de Raz, hein, j'entends. Bah Azir c'est vachement intéressant parce qu'il a une armure quasi complète qui est typée shurimienne. Nasus ça va être la même histoire. Donc allons-y, commençons à rechercher tout ce beau petit monde. On va clairement prendre ça. Bon, avec du recul il ne m'aidera pas tant, mais je vois un petit truc qui peut être un peu sympathique. Ouais si, il y a des petits trucs quand même, allez, pourquoi pas, c'est parti. Je suis allé mettre ma casquette. Ouais, bof, pas ouf, mais sait-on jamais. Xerath, par contre, rappelez-vous dans la toute première vidéo de la chaîne, on avait vu, voilà, ces petits concepts de Xerath. En vrai, lui me semble un peu plus visible. Ouais, bah encore une fois, pas ce à quoi je m'attendais, mais ça peut toujours servir. Ouais, bon, le problème de Panthéon, c'est que l'armure est plus faite pour que ça évoque un contexte un peu astronomique, auquel est rallié Panthéon, hein, en soi, et du coup elle fait vachement moins shurimienne, mais en vrai, ça empêche pas, il y a des choses qui peuvent quand même bien nous aider pour le coup, je pense. C'est pas fou, mais on va prendre ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas folles, là, je sais pas si c'est bon signe. Et j'ai trouvé cette ref qui, je me souviens, un jour, pour lorsque j'avais dessiné Horus vite fait, m'avait bien servi, du coup je vais m'en servir. Le problème de Nasus, c'est que le perso est super vieux. Du coup, des bons concepts de sa création, bah en fait, il y en aura pas. On va quand même prendre ça en vrai. Alors, effectivement, vous aurez peut-être constaté que sur les dessins qui passaient pendant que Novak du Futur racontait l'histoire d'Horus, énormément de concepts comportaient un Horus qui n'avait pas de jambes. Alors, je sais pas vraiment pourquoi, c'était un délire que je devais avoir quand j'étais gosse de faire mes persos sans jambes, parce qu'effectivement, Raz, à la base, il avait pas de jambes, Horus, étant donné son inspiration, il avait pas de jambes non plus, et le troisième personnage, celui qui viendra dans le prochain épisode, il avait pas de jambes non plus à la toute origine. Enfin, esthétiquement parlant, faire un personnage qui a des jambes, c'est quand même clairement plus stylé. Puis immédiatement, et bah, on va commencer à rassembler toutes les rêves qu'on a, et je vais récupérer ce qui m'inspire. À tout de suite. Bon, nous avons 7 concepts. Encore une fois, je sais pas trop à quoi ça va ressembler au final. J'ai une idée très globale qui me semble assez sympathique parce qu'en vrai, on a des pièces d'armure qui m'inspirent beaucoup. La cape, en vrai, je pense que je vais la garder parce que c'était quand même un roi à la base. Pareil pour la fourrure, c'est un truc qui m'inspire énormément. En fait, c'est un truc, vous voyez, le cliché entre guillemets du roi, c'est la couronne forcément, et la cape avec l'espèce de grosse fourrure et le tissu bien rouge et tout. Et là, j'imagine quelque chose un petit peu comme ça. Alors du coup pour la première fois j'ai fait en même temps les épées parce que bah, j'y ai pensé tout simplement. Donc du coup je pense qu'on va pouvoir créer quelque chose d'assez sympa avec ça. Ça me rappelle un petit peu le logo de la Triforce dans Zelda mais avec les ailes là vous voyez qui fait un peu oiseau. Je pense que je vais me rapprocher de quelque chose de comme ça dans l'idée. Je vais improviser au moment où je vais faire le brouillon. Et le moment du brouillon c'est le moment qui vient immédiatement. C'est parti.
Ok, alors du coup, niveau coupe de cheveux, je suis parti sur quelque chose qui faisait beaucoup plus royal dans l'idée que juste des cheveux en pétard. Et là, voir ça comme ça, je trouve ça passe beaucoup mieux, ça fait beaucoup plus roi. On va partir sur cette idée-là. Niveau armure, après, en elle-même, alors je reste assez satisfait. Après, alors je sais pas si c'est si c'est juste parce que c'est moi ou pas. Dessiner des personnages en armure, en général, je suis pas excessivement fan. Enfin, en tout cas, quand c'est une armure complète, j'ai tendance à trouver que ça fait trop. Dans le cas présent, bien sûr, je suis content de ce que j'ai fait. Et je suis aussi un peu en mode peut-être un peu trop surchargé. C'est juste que concrètement, les armures totales sur un personnage, je suis pas fan à 100%. Ensuite, nous avons notre épée, donc je me suis inspiré de cette Triforce du coup. Et concernant l'anneau de l'histoire, donc l'anneau que Horus tente d'utiliser avant de se transformer en ce qu'il est aujourd'hui. Alors je l'ai totalement improvisé. Quand Horus manifeste son pouvoir, l'anneau sera comme ça concrètement. Genre comme ça, voilà. Je pense que ça peut être pas trop mal en vrai. L'épée par contre, je sais pas du tout où la foutre. Après, ce que je m'étais dit souvent avec Horus, c'est que vis-à-vis des pouvoirs de l'anneau, je considère qu'il le matérialise par le biais de petits fragments. J'imagine que Horus, voilà, il y a potentiellement des petits fragments d'or qui tournent autour de lui, et que ces petits fragments d'or peuvent composer l'anneau, voire les anneaux qu'il va utiliser pendant l'attaque. Vu qu'il incarne complètement l'anneau, pourquoi pas lui en donner plusieurs entre guillemets. Et du coup, j'imagine à peu près la même chose pour l'épée. Parce que esthétiquement parlant, ça rendra bien et ça donnera pas juste l'impression que c'est une vieille épée qui vole. Non, je suis pas hyper fan. Je trouverai quelque chose, mais je pense pas qu'il tiendra directement son épée. Écoutez, 12h57, j'ai pas mangé, donc je vais manger, et ensuite on passera aux lines de toutes ces belles petites choses. Voilà, sur ce, à tout de suite.